Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Jehan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je disais que vous étiez un habitant, vous êtes depuis 15 ans dans les localités du pourtour de la bande de Gaza, à Nir Oz d'abord et à Avshalom aujourd'hui. Alors d'abord, donnez-nous un peu faites-nous partager un peu l'atmosphère qui règne aujourd'hui dans votre localité ce matin. Ce matin, très tendu, après une nuit extrêmement difficile pour tout le monde. C'est très tendu. On est tous dans l'expectative. On attend de voir quelle tournure la journée va prendre. Et c'est très tendu, très tendu. Il y a certaines personnes qui ont déjà pris les enfants et qui sont partis dans le centre. Mm-hmm. Ce qui nous rappelle fortement les prémices de la dernière opération. Bordure protectrice. Alors cette opération, vous avez été blessé au cours de cette opération bordure protectrice. Racontez-nous donc les circonstances de votre blessure. C'était donc durant l'été 2014. Exactement. C'était à la fin en fait. C'était une fois que les troupes étaient sorties de la bande de Gaza et que le chef d'état-major avait fait son discours comme quoi les habitants pouvaient revenir dans la région. Ah oui. Donc on est revenu et on a été fêter l'anniversaire de mon fils au kibbutz à Nir Oz. C'était l'anniversaire de ses 3 ans et quand on arrive, il y a, comme ce qui s'est passé hier, il y a 12 mortiers qui ont été tirés à l'intérieur du kibbutz même en 2 minutes. C'était la première fois que ça arrivait depuis la création de l'État d'Israël. C'était la première fois qu'il y avait une salle de tir, une telle attaque, une telle ampleur, d'une telle force. Et c'est comme ça que moi j'ai été blessé en protégeant mon fils et ma femme, et j'ai été blessé par des éclats d'obus. Je suis un miraculé parce que vraiment c'est passé à quelques millimètres du cœur et du artère, donc je suis vraiment miraculé. Mais moi ce qui nous inquiète fortement ici, et ça on le sait depuis la fin de la dernière guerre, c'est que la prochaine va commencer celle où s'est arrêtée la dernière. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu toute le terrorisme des cerfs-volants, comme on l'a appelé ici en Israël, et qui prend fin. Il prend fin pas parce qu'ils ont envie, parce que simplement la moisson s'est arrêtée. Oui. La saison des moissons est finie, donc ils n'ont plus rien à brûler. Donc ça, de facto, ça s'arrête. Alors sur quoi ils se retranchent aujourd'hui ? Sur ce qu'ils ont. Mm-hmm. Les tirs de mortier, comme on l'a vu à la fin de l'été 2014, quand moi j'ai été blessé et quand le lendemain de ma blessure, un enfant, Daniel Zichrono Lvacha, est décédé suite à une même attaque, et quelques jours après, dans le kibbutz voisin de Nir Oz, à Nirim, là aussi, de nouveau, sont morts deux de nos amis. Oui. C'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Ils retirent les tirs de mortier sur les habitants frontaliers, parce qu'on ne sait pas faire grand-chose là-dessus. Il n'y a pas de système de protection pour nous, vu qu'on est trop près. Justement, on disait hier, et c'était apparemment l'une des conclusions intéressantes de la Défense nationale, il semblait que justement, même pour les localités les plus proches, c'est-à-dire celles qui ont quelques secondes à peine pour réagir et pour aller se protéger, eh bien aujourd'hui, le dôme de fer avait une certaine efficacité, même pour neutraliser les plus petites roquettes. Bah écoutez, moi sur le terrain, je peux vous dire que cette nuit, chaque fois qu'il y a une alerte, dans ma localité, il y en a eu 5 dans le cours de la nuit. Mm-hmm. Sur les 5 fois, 4 fois, j'ai entendu on a entendu l'explosion du mortier. Donc ça veut dire que l'efficacité. Donc ça veut dire que c'est pour les plus de 7 km. Pour les moins de 7 km, et ça je le sais parce qu'on a encore reçu l'armée qui nous expliquait la conduite à suivre. C'est rester près de l'abri. Mmh. Ça, c'est la consigne. Il faut être près de l'abri. Ça veut dire qu'on doit être là, comme vous l'avez dit. Mais ici, on a entre 0 jusqu'à 7 secondes, dans le meilleur des cas, pour se mettre à l'abri.
Oui. Alors, c'est ce que, par exemple, vous avez passé la nuit dans une chambre blindée? Ah bien sûr, moi j'ai pas passé la nuit, j'ai passé la nuit debout, j'ai pas dormi. Mon fils, mes deux enfants et ma femme ont dormi dans l'abri, et moi je suis resté réveillé toute la nuit. Premièrement par manque de place dans l'abri, oui. Et deuxièmement par choix, parce que dans cette situation il faut que quelqu'un soit réveillé au cas où. Vous me disiez qu'une partie, que vous avez vu déjà des habitants de certaines des localités quitter la région pour aller se réfugier dans le centre du pays. D'une manière générale, la population reste solide. On entendait tout à l'heure, nous avons parlé avec une ganénette de Sderot, Margot Chassid, qui nous disait que la population était habituée, que la ville, même si effectivement les gens étaient moins sortis hier, eh bien les gens continuent à vaquer à leurs occupations. Et puis la preuve, c'est que elle a 36 enfants dans son GAN et elle les a accueillis hier et les parents les ont laissés. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une sorte de routine de crise qui existe aussi, si on peut parler de routine de crise? Ouais, exactement, parce que routine de crise, ça va pas ensemble. Oui, ça va pas ensemble. C'est un concept qui est apparu pendant la dernière guerre que je n'apprécie pas du tout. Ouais. C'est pas possible. Soit on est en crise, soit on est en routine. On peut pas être les deux. Alors oui, effectivement, il y a des façons de vivre en temps de crise, et un des aspects très importants pour le soutien moral des enfants, c'est de maintenir une routine, de continuer à aller à l'école qui est blindée et qui est protégée, et les jardins d'enfants aussi. Donc c'est extrêmement important pour les enfants et pour leur maintien psychique, et pour nous aussi. Maintenant, comment le faire, ça, chacun se débrouille. Est-ce qu'on est habitué? Moi, je pense pas. Je le vois autour de moi. Il y a personne qui s'habitue à ça. On peut pas s'habituer à vivre sous les bombes et sous les missiles. Ah ouais, on prend sur nous. On est fort parce qu'on a nos enfants et qu'on croit en notre armée et en notre pays. Mais c'est pas pour ça que on est habitué et que tout va bien. Ça, je le vois d'ailleurs autour de moi. On est tous d'accord. C'est jusqu'à quand? Alors justement, jusqu'à quand? Et la question que je vous pose, c'est si vous aviez un conseil à donner aux autorités, aux responsables politiques et militaires, quel serait-il? Ben, je sais pas. En tout cas, il faut changer la donne, parce que c'est les mêmes donnes depuis des années, et il n'y a rien qui change. Au contraire, on va de pire en pire là. Donc peut-être qu'il faut changer de stratégie là, se dire que la stratégie qui est mise en place actuellement ne fonctionne pas très bien, ne porte pas ses fruits. La preuve, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Peut-être qu'il faut investir dans une autre stratégie si par exemple faire changer les intérêts du Hamas. Il y a leur intérêt soit vraiment de perdre quelque chose s'ils viennent en confrontation militaire avec nous. Et il y a un ministre du cabinet restreint, il s'appelle Yuval Steinitz, qui est le ministre de l'énergie, qui a tout simplement proposé de reconquérir la bande de Gaza. À votre avis? Mais oui. Alors ça, on a l'habitude, on a entendu, mais qu'il le fasse, qu'il vienne lui, et qu'il reprenne le territoire. Ça va changer quelque chose? Non. Ça, c'est des déclarations politiques vraiment, pour moi, basses. Parce que si vous parlez avec les gens de l'armée, ça a toujours été non et non et non. Pour la dernière guerre, c'était la même chose. On entendait des politiques reprendre aujourd'hui, je suppose que c'est suite à la déclaration de Smotrich. Et donc, tout le monde veut reprendre. Oui, on doit reprendre la bande de Gaza. Ben voilà. Et moi, j'ai entendu aussi qu'on devait annexer la Cisjordanie. Oui. C'est pas encore fait, qu'il le fasse alors. Très bien qu'il le fasse. S'il pense que ça va être la solution, qu'il le fasse. Mais c'est pas ça la solution. La preuve, c'est que l'armée nous le dit que c'est pas ça. Et que c'est pas possible. Alors comment faire? Il faut vraiment tout faire pour essayer de mettre en place un système pour que les Palestiniens, à mon avis, se prennent en charge et chassent et se débarrassent du Hamas eux-mêmes, parce que nous, on va pas y arriver. On le voit bien à travers l'histoire, à travers les derniers événements des 10 dernières années, pas qu'en Israël, mais aussi un peu partout au Moyen-Orient. On chasse pas un tyran à coup de bombe, malheureusement. Ça marche pas ici. Il faut peut-être changer de solution alors. Il faut changer le Hamas. Il faut donner les moyens, à mon avis, aux Palestiniens de chasser le Hamas. Comment? Ça, je sais pas, je suis pas géostratège. Alors, je suis pas dans le cabinet, j'ai pas tous les secrets, mais
Mais je suis sûr qu'il y a des acteurs un peu partout dans le monde qu'on peut utiliser et qu'on est suffisamment fort pour mettre la pression, pour que les Palestiniens chassent le Hamas. Alors, juste une question. Jeanne, j'ai compris que vous êtes belge d'origine, n'est-ce pas ? Oui. Qu'est-ce que vous avez à répondre à l'Union européenne, au gouvernement belge ? Ce n'est plus votre gouvernement, mais c'est le gouvernement de votre pays d'origine, qui il y a 15 jours, a critiqué méchamment l'État d'Israël pour ses tirs en direction des Palestiniens qui s'est avéré par la suite étaient pour la plupart, dans l'immense majorité, des terroristes. Cette compréhension biaisée que l'Europe a de la situation dans le pourtour de la bande de Gaza, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? J'ai rencontré il y a un peu plus d'un an Charles Michel, le Premier ministre belge, qui est encore en poste aujourd'hui, et le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders. Je leur ai dit exactement la même chose. Ils doivent absolument comprendre que leur point de vue belge ne fonctionne pas ici. Alors ils ont un point de vue très européen sur tout le monde. C'est très joli, c'est très bien, mais ça veut rien dire ici. Il y a une réalité de terrain ici qui est complètement différente de celle de leur perception. Et ils doivent bien comprendre ça. Ils doivent aussi, et je leur ai dit, vous devez comprendre que tant que le Hamas est là, il y aura toujours des choses comme ça. On sera toujours en confrontation. Le Hamas ne désire pas entrer en paix avec Israël. Non, il désire entrer en guerre avec Israël. Et ce sera toujours comme ça. Donc tant que eux ne feront pas tout pour chasser le Hamas, on sera toujours comme ça. Et je leur ai dit aussi que leur façon de faire et les noms démentis qui, au lieu de monter au créneau pour dire vraiment ce qui se passe, ils montent au créneau de façon politique pour ramasser leur voix et leur électorat et faire à l'ensemble de leur électorat. Ça, c'est les politiques. Et je leur ai dit qu'avec ça, vous faites le jeu des Palestiniens et du BDS et de toute la bande. Et ça n'apporte rien. Au contraire, ça ne fait qu'empirer la situation ici, vu que ça donne la légitimité aux Palestiniens de continuer. Et je leur ai dit que les investissements belges qui vont dans la bande de Gaza, ils n'ont aucun moyen de savoir ce qu'ils en font. Oui. Donc, et là-dessus, il m'a dit non, on a des moyens, on regarde. Oui, bien sûr. La preuve, c'est que vous savez vraiment pas ce que devient votre argent là-bas. Et donc le jour où les politiques belges et en Europe comprendront qu'il y a une autre réalité, peut-être que maintenant ils commencent à comprendre un peu, parce que je pense pas que les terroristes qui frappent en Europe, ce soit parce que l'Europe est colonialiste. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit à cause des territoires occupés par la Belgique que hier il y a eu un musulman qui a tiré sur 2 policiers et un civil à Liège. Alors quoi, en Israël c'est comme ça. Le double standard, c'est ça. Je leur ai dit que le double standard, faut vraiment arrêter parce que ça fait le jeu que des terroristes et que de la faction militaire des Palestiniens. Eh bien, Jeanne Berman, merci d'avoir témoigné à notre micro ce matin sur Studio Kalita. Vous habitez la localité d'Avshalom, c'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Où elle est située, Avshalom, parce qu'on n'en parle pas souvent dans le... Non, c'est vrai. Elle est située vraiment juste à côté de Kerem Shalom. Ah, de Kerem Shalom, dans le sud de Donc, dans le sud. On est vraiment sur le triangle avec la bande de Gaza et l'Égypte. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance et soyez prudents. Et merci d'avoir témoigné à notre micro ce matin. Bonne journée. Shalom, shalom. Yom Shaket. Voilà, Yom Shaket. Merci beaucoup. Voilà, il est 8h46 sur Studio Kalita. Tout de suite, la revue de la presse et des médias qui sera bien entendu consacrée à cette tension dans le sud du pays.